patients qui viennent me voir qui ont des douleurs à l'intestin, donc syndrome de l'intestin irritable souvent étiqueté, et qui ont des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des problèmes aussi au niveau de la peau. Je leur dis aux patients, votre peau c'est un peu, excusez-moi le terme, la poubelle de l'organisme. Souvent, une inflammation de la peau est révélateur d'une inflammation de l'intestin. Pour les patients, ça paraît tellement normal d'avoir mal au ventre, ça paraît tellement habituel d'avoir des diarrhées tous les jours, des selles molles, ça paraît tellement commun. Ils n'en parlent même pas, puisqu'ils se disent, de toute façon, je suis né comme cela, je vis comme cela. Et il y a vraiment cet esprit de fatalité qu'il faut réexpliquer, leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut améliorer les choses, et c'est apporter aussi une preuve que ce n'est pas dans la tête. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Bonjour Dr Leclerc, merci de participer à cet épisode. On a discuté brièvement il y a quelques mois déjà, qu'on avait commencé à planifier cet épisode, et quand je vous ai eu au téléphone, vous m'aviez parlé justement de ce que vous venez de me parler à l'instant, de ce besoin un petit peu de compréhension, de communication au sein des troubles digestifs chroniques, notamment du syndrome de l'intestin irritable. Et un petit peu j'ai l'impression que c'est un petit peu de ça dont on va traiter l'épisode aujourd'hui, parfois de ce manque de légitimité chez ces patients, de légitimité de leur ressenti, de légitimité de leur parcours, et un petit peu de cet isolement que peut créer l'errance médicale. Et vous aviez vraiment évoqué l'envie de parler plutôt, au lieu de parler de l'aspect du médecin, peut-être un peu plus parler de l'aspect du patient, ce que vous voyez, ce que vous observez en consultation. Oui, merci Nicolas déjà de participer à votre entretien. Alors moi c'est vrai que j'ai dans ma pratique, donc je vais peut-être me présenter avant. Donc moi je suis à la base médecin généraliste et je me suis formé également en médecine nutritionnelle fonctionnelle, puisqu'en fait la médecine générale permettait de traiter des symptômes, mais de moins s'intéresser, moins traiter. En fait, on avait peu de moyens pour traiter un peu le terrain du patient. C'est le pourquoi des symptômes, en fait, c'est-à-dire d'essayer de rechercher un peu une origine commune. Et donc je me suis formé par des diplômes universitaires, par d'autres formations. Je me suis formé à cette médecine nutritionnelle fonctionnelle, et donc maintenant je fais quasiment que cette activité. Je suis également mésothérapeute. Je continue un petit peu la médecine générale pour mes anciens patients. Et donc, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de parler un peu d'une expérience de patients qui viennent me consulter. Ils viennent pas par hasard, en fait, me consulter, parce qu'ils sont surtout peu écoutés peut-être, et ils ont besoin d'avoir une réponse. En fait, moi, ils me disent souvent, vous êtes un peu mon dernier recours. Alors, je suis un peu surpris et honoré d'entendre ça, mais c'est vrai que je me suis posé des questions sur l'intestin irritable et sur ces symptômes. Et donc voilà, je vais vous partager un petit peu mon expérience patient. Tout à fait. Quels sont, justement, quand ils arrivent chez vous, ils arrivent, j'imagine, avec un bagage assez lourd. Quand ils disent « vous êtes mon dernier espoir », c'est qu'il y a beaucoup de choses là derrière. Quelles sont un peu les pensées qui reviennent les plus souvent par rapport à leur propre cas? Quels sont un peu leurs mythes, les croyances qu'ils ont par rapport à leur cas, et qu'ils essayent... soit ils arrivent avec des croyances, soit ils arrivent plutôt avec des questions, mais généralement, qu'est-ce qu'ils ont en tête quand ils viennent vous voir? Qu'est-ce que vous entendez? Alors, ils sont surtout en errance médicale. C'est-à-dire qu'au début, ils sont vus par des médecins qui les écoutent, je pense, mais surtout, ils n'ont pas toutes les réponses, puisqu'en fait, on a une réponse purement symptomatique. Je vous parle en médecine générale, et en fait, ils veulent chercher à comprendre pourquoi ils ont ces signes, et comment les aider, en fait. Et donc,
ils viennent me voir un petit peu pour comprendre un petit peu ce qu'ils ont, parce que souvent on leur dit, mais monsieur, madame, vous avez un syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas grave, il n'y a pas de gravité au sens médical du terme, mais par contre, il y a une rupture dans leur vie, une difficulté à anticiper même des déplacements. Je pense à une patiente qui m'a dit que le matin, elle anticipait par exemple tous ses déplacements. Elle cherchait même les emplacements de toilettes publiques pour pallier malheureusement à des problèmes de transit qui arrivent un petit peu de manière inopinée. Et c'est très handicapant dans la vie de tous les jours, sans qu'il y ait finalement de gravité au sens médical. Mmh. Oui, je pense que le mot, c'est justement une des questions que j'avais notées. Est-ce que vous voyez une forme d'hypervigilance qui se développe chez ces personnes, notamment avec vraiment cette anticipation permanente? J'ai l'impression, quand on parle de l'intestin irritable, c'est vraiment quelque chose qui va amener beaucoup d'anticipation, que ce soit, là vous parliez du parcours aux toilettes, mais j'ai l'impression aussi dans tout ce qu'on va manger, et que il y a beaucoup de peur qui va se développer autour de tout ce qu'on fait au final, parce que ce sont nos gestes quotidiens, manger, boire, se déplacer. On est vraiment, excusez-moi, on est vraiment dans l'anticipation, dans la vie de tous les jours. Comme vous dites justement, c'est des problématiques lorsqu'ils sont invités par des amis au dîner à manger, lorsqu'ils vont au restaurant, lorsqu'ils sont en vacances également, puisque bon, ils ont accès à la nourriture, mais ils ne savent plus en fait quoi faire, et surtout après également avoir eu des conseils alimentaires qui peuvent être contradictoires selon les différents praticiens, médecins ou paramédicaux qui leur ont donné des conseils, et à un moment ils savent plus, et ça crée en plus une répercussion un peu sur le moral, sur le stress. Et je leur parle notamment de l'axe intestin-cerveau, qui est en fait une des composantes fonctionnelles de ce syndrome, ce qui peut être une des explications, et sur lequel on travaille justement en médecine fonctionnelle. On va revenir justement, parce que ça c'est un point je crois très important, des conseils, de la multitude de conseils qui sont peut-être tous valides, mais peuvent être parfois opposés et pas toujours individualisés. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on va discuter après. Mais juste peut-être pour recadrer rapidement, parce qu'on a commencé à parler de le syndrome de l'intestin irritable. Quand on dit syndrome de l'intestin irritable, de quoi parle-t-on exactement? Parce que j'ai l'impression que c'est un mot de plus en plus large. Alors, je sais qu'il y a des classifications médicales qui ont été établies, mais j'ai l'impression que de plus en plus de personnes disent « Ah oui, moi j'ai de l'intestin irritable » et ils ont entendu ça à gauche, à droite, et parfois l'impression que ça devient un petit peu comme un parapluie sous lequel on regroupe tout ce qui est symptômes digestifs. On regroupe beaucoup de symptômes digestifs. Le syndrome de l'intestin irritable, donc c'est défini médicalement par les critères de Rome 4 sur la douleur abdominale, trouble du transit, ballonnement. Donc c'est parfaitement établi médicalement. C'est un diagnostic principalement fonctionnel pour lequel on n'a pas retrouvé d'origine organique, de gravité pour ces patients. Donc après, il est vrai que lorsqu'on ne retrouve pas d'éléments de gravité, polypes, diverticules, cancer, on peut aller même jusque-là, les patients, on leur dit « Madame, monsieur, vous avez un syndrome de l'intestin irritable », pour lequel, on parlera peut-être des traitements par la suite, pour lequel les traitements sont très symptomatiques finalement, et manquent d'une cohésion, on va dire, d'une cohésion sur la prise en charge en fait. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose, souvent on va mettre longtemps avant qu'on vienne mettre un mot dessus, et en même temps parfois j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va assez vite, de venir dire « Ah, c'est un syndrome de l'intestin irritable ». Et est-ce que ça aide vraiment, parce qu'on parle beaucoup du parcours du patient, à quel moment un peu dans le parcours, généralement, on vient poser le mot ou le diagnostic qui s'est fait par un médecin sur le fait qu'il s'agit d'un syndrome de l'intestin irritable, et est-ce que ça... En quelle capacité est-ce que ça aide en fait le patient à venir poser ce diagnostic lorsque on va parler un peu des traitements et autres après, mais c'est quelque chose d'assez complexe, et
Voilà, en quelle capacité est-ce que ça aide? Je pense que ma question elle est là et après on pourra développer. C'est court et long à la fois. C'est-à-dire, c'est long parce que c'est une errance médicale des patients qui ont vu beaucoup de médecins ou praticiens juste avant de consulter un médecin fonctionnel ou de consulter. Et en fait, c'est court également. C'est difficile l'appréhension. Bon, par contre, ce qui est vrai, c'est que les patients n'ont pas de réponse en fait, puisqu'on les étiquette un peu sur le syndrome de l'intestin irritable sans leur expliquer un petit peu les mécanismes physiopathologiques et surtout, pour ma part, les mécanismes fonctionnels, puisqu'en fait, pour moi, c'est un tout. C'est un tout. Je vous parlais de l'axe cerveau-intestin. Ça peut être l'inflammation également, le déséquilibre acido-basique. Ça peut être beaucoup de choses sur lesquelles on va travailler en médecine fonctionnelle. Ok. Et du coup, au niveau des symptômes, vous en avez cité quelques-uns. Je crois que c'est important de savoir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas, le syndrome de l'intestin irritable. Vous avez cité quelques symptômes. Ballonnement, douleur Ouais. abdominale, trouble du transit. En fait, qu'est-ce que ça n'est pas, en fait, le syndrome de l'intestin irritable? Ce n'est pas tout ce qui est organique, tout ce qui est d'éléments de gravité, tout ce qui est organique, tout ce qui est polype, diverticule, tout ce qui est cancer évidemment, tout ce qui est maladie cœliaque, rectocolite hémorragique, donc tout ce qui est maladie au sens organique. Dès que ce n'est pas une maladie organique, on parle d'un syndrome fonctionnel qu'on appelle intestin irritable. Son nom l'indique bien, c'est une irritation de l'intestin. En fait, c'est une inflammation de l'intestin, d'où la prise en charge qui va être surtout sur cette inflammation. Et c'est un peu une question que j'ai et je pense qui revient beaucoup. Quelle est la part il y a la part des symptômes intestinaux, mais après, comme vous dites, il y a vraiment cet axe intestin-cerveau. Alors, quel est l'œuf, quelle est la poule? Parfois, je pense que c'est une question qu'on peut se poser là-dedans. Et je pense qu'il y a vraiment tout un volet au niveau psychologique, je pense, à prendre en compte. Et ce sentiment, on parlait de légitimité au début, mais qui peut accentuer, j'ai l'impression, la détresse dans laquelle on se trouve. Oui, alors c'est vrai que avec les confrères, on parle beaucoup de qui est l'œuf, qui est la poule. Je ne sais pas. Très difficile à dire en fait, puisque l'axe cerveau-intestin, qui a commencé? Est-ce que c'est un stress qui entraîne un intestin irritable ou est-ce que c'est l'intestin irritable qui entretient le stress? Toujours est-il que les deux coexistent et surtout les deux doivent être pris en compte. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que on peut pas se permettre de dire à un patient, on va s'occuper de l'intestin par des traitements symptomatiques, par traitement du microbiote, on pourra en parler si vous voulez, de la porosité intestinale, de la perméabilité intestinale, sans tenir compte de l'ensemble de l'organisme, notamment de cerveau, gestion du stress. Alors là, c'est toujours très facile, c'est ce que je dis aux patients, toujours très facile de vous dire, monsieur, madame, soyez moins stressés. Voilà, mais on peut les aider. Alors moi, je les aide surtout en micronutrition, un petit peu en phytothérapie. Et après, il y a d'autres méthodes, en complément, psychothérapie, cohérence cardiaque. Moi, je pense, l'activité physique aussi très important pour moi. Je pense donc c'est très c'est toujours ne pas se limiter à l'intestin, mais tenir compte vraiment de l'axe cerveau-intestin qui pour moi est primordial et qui nécessite justement d'être pris en charge, mais pas que en médecine fonctionnelle. J'insiste bien, c'est vraiment une prise en charge globale en fait. Oui, parce que il y a le stress à prendre en compte, mais je pense aussi ici je reviens de nouveau un petit peu à cette question de l'errance médicale, mais ce sentiment de ne pas être cru. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ne sont pas crues ou ne sont pas considérées comme légitimes parce qu'ils ont un petit peu, et je pense que l'intestin irritable n'est pas la seule maladie invisible, un petit peu si je puis dire ça. J'imagine qu'il y a d'autres cas là-dessus et un petit peu comment est-ce que pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en parler qu'est-ce qui change? Je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus, mais quand vous voyez des patients qui ont une maladie plutôt organique, comme vous disiez, et d'autres qui ont plutôt une maladie invisible, qu'est-ce que ça change dans l'approche, dans la discussion avec les proches? Ça doit être assez compliqué. Alors, ce qui est important, c'est le côté légitimité. Les patients ne se sentent pas pris au sérieux.
Et après, une forme de fatalisme, de dire je ne serai jamais guéri, je vais devoir vivre avec, devoir souffrir, devoir avoir mal, avoir des troubles du transit. Voilà, il y a une forme de fatalité qui arrive, et c'est là où on peut, notamment dans ma partie, déjà apporter une explication fonctionnelle, notamment l'intérêt du microbiote, de la porosité intestinale, l'intérêt de l'axe cerveau-intestin, l'intérêt aussi d'une prise en charge plus globale. Je pense au foie, par exemple, hein, notre station d'épuration, hein, c'est ce que je dis aux patients, il faut le nettoyer de temps en temps. Toutes les toxines qui s'accumulent, c'est important d'en tenir compte. Surtout ici en janvier après les fêtes. Tout à fait, surtout en janvier après les fêtes, toutes les périodes intersaison. Et puis également, ça peut être d'autres signes inflammatoires, des patients qui viennent me voir qui ont des douleurs à l'intestin, donc syndrome de l'intestin irritable souvent étiqueté, et qui ont des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des problèmes aussi au niveau de la peau. Hein. Je leur dis aux patients, votre peau, c'est un peu, excusez-moi le terme, la poubelle de l'organisme. C'est un peu tous les déchets, toutes les toxines fabriqués par votre organisme vont au niveau de la peau, et souvent, une inflammation de la peau est révélateur d'une inflammation de l'intestin. Donc, c'est aussi un axe sur lequel on peut travailler en médecine fonctionnelle. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, on a fait un super épisode là-dessus avec le professeur Humbert qui parle beaucoup de ceci, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand un patient, une patiente arrive chez vous et se dit ok, là on m'a compris, parce qu'ils arrivent avec des attentes. J'imagine qu'il y a des attentes et toujours un peu de réserve. Et comment est-ce que vous voyez ce point de basculement? L'important, c'est l'écoute du patient. On n'écoute pas assez. Enfin, par expérience, les patients qui me disent j'ai été reçu en 5 minutes, on m'a étiqueté un syndrome d'intestin irritable, on m'a sorti une ordonnance, rentrez chez vous. Donc c'est ça qui est important, déjà l'écoute, que le patient soit écouté, soit entendu, soit compris également. Ça me paraît important, et ça c'est dans la façon d'être de chacun. On est tous différents, et cette écoute permet déjà d'apaiser un petit peu, voilà, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas de gravité, parce qu'il faut aussi replacer les choses d'un point de vue médical, et puis une explication, expliquer un peu pourquoi l'intestin irritable arrive. Alors, on parlait de l'œuf et la poule, le cerveau, l'intestin, qui a commencé, j'en serais incapable, mais souvent on retrouve des éléments de stress, on retrouve des infections qui sont un peu passées inaperçues, on retrouve également dans l'enfance, je prends des exemples, des prises d'antibiotiques répétées, on va même jusqu'à l'accouchement, hein, c'est connu, l'accouchement par césarienne par rapport à la voix basse. Hein. Donc après, bon, tout ça, ça a été démontré également. Et tout cela pour dire que, voilà, moi, l'important, c'est déjà écouter le patient, expliquer d'un point de vue fonctionnel ce que je retrouve, donc l'axe cerveau-intestin, l'inflammation, et travailler dessus par l'alimentation, par des compléments nutritionnels, et ouvrir également, la prise en charge à une prise en charge complémentaire, psychologue, sophrologue, bon, ça peut être beaucoup d'intervenants, puisque le stress joue énormément dans cette maladie fonctionnelle, on va dire. Ouais. Oui, et donc tout commence vraiment par l'écoute, comme vous disiez. Et puis qu'est-ce qui, je pense que ça doit faire déjà beaucoup dans le sentiment de se faire comprendre. En fait, c'est juste déjà de s'être fait écouter. Après, qu'est-ce que les patients ont le plus besoin d'entendre? Parce que vous parliez de fatalité. J'imagine que aider à comprendre que ce n'est pas une fatalité, ça doit déjà changer nos perspectives sur les années à venir. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites généralement? Déjà, vous m'avez très bien devancé, Nicolas, c'est déjà de leur dire que ce n'est pas une fatalité et que on peut améliorer les choses. Alors, attention, je ne vais pas non plus promettre une méthode miracle qui va tout résoudre en 10-15 jours. Je ne vais pas non plus promettre une résolution totale des symptômes. C'est très difficile, ça met du temps, des mois, voire des années. Mais voilà, ce côté fatalité n'existe pas pour moi. Le patient, on peut leur faire confiance. Il faut qu'ils retrouvent leur confiance. Confiance en eux, confiance pour se faire plaisir aussi, puisque
je pensais aux restrictions alimentaires. À un moment, si on restreint trop l'alimentation, vous avez un stress qui va se créer et donc il y aura des répercussions sur l'intestin. Donc là aussi, c'est le serpent qui se mord la queue à un moment, enfin, si on peut prendre cette expression. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes arriver avec une liste de restrictions qui est juste intenable. Et là, il y a quelque chose qui change un petit peu et qui est arrivé ces dernières années, c'est ce fameux axe intestin-cerveau dont vous avez parlé. Comment est-ce que vous expliquez ça à vos patients? Parce que c'est quand même une notion complexe qu'on commence à comprendre aussi. On n'a pas 20 ans de recul là-dessus. Comment est-ce qu'on explique ça à quelqu'un qui vient nous voir et qui a besoin de comprendre un petit peu plus les mécanismes en fait qui opèrent? Oui. Alors déjà, je commence par demander aux patients un peu leurs symptômes et justement, très souvent, ils me disent « je suis stressé, j'ai mal au ventre ». Et vous savez, la douleur au ventre, hein, même dans les d'autres décennies auparavant, le mal de ventre était déjà très connu par rapport au stress. Donc, l'axe cerveau-intestin a été parfaitement documenté. Dans l'intestin, je parle d'entités différentes, c'est-à-dire d'une part le microbiote intestinal, la flore intestinale, responsable de l'immunité, de l'absorption des vitamines, minéraux, oligoéléments, et responsable également de cet équilibre au niveau intestinal par rapport à ces symptômes. Et de l'autre, je parle de la perméabilité intestinale. Donc vraiment, je différencie les deux et les associe, puisqu'en fait, il faut tenir compte des deux, évaluer les deux entités et après apporter une réponse en fonction de ce que l'on va retrouver par l'examen clinique, par la biologie également, par certains examens que l'on peut proposer également. Et cette prise en charge permettra justement d'expliquer d'une part que l'intestin, donc tenir compte microbiote, porosité, perméabilité intestinale, et d'apporter une solution à ces symptômes. Oui, justement, parce que vous parlez de cette liste d'éviction, j'ai l'impression souvent les personnes qui sont face à l'intestin irritable ont un parcours assez long, une errance assez longue, donc ont déjà testé beaucoup de régimes et souvent les empilent les uns avec les autres. Et est-ce que vous voyez justement des personnes qui remangent plus, donc en fait qui vont pas dans le sens des restrictions, mais qui vont dans le sens des dérestrictions une fois qu'on commence à s'attaquer un petit peu à cette porosité intestinale, à la perméabilité intestinale? Alors souvent, alors par rapport à la réintroduction alimentaire, souvent les patients le sentent. Je leur dis, vous pouvez vous autoriser un écart par semaine, par exemple. Voyez. Après, chaque patient est un peu son propre médecin. Hein. Et je dis aussi aux patients que vous connaissez mieux que moi, je vais vous connaître. Donc, ce qui est souvent observé, c'est que les patients retestent un petit peu des aliments lorsque c'est trop restrictif. Après, lorsque vous avez un régime trop restrictif, il se crée une frustration, mais on est tous pareils. Hein. Si on est trop frustré, à un moment, on craque et au bout d'un moment, on dit, bon, le régime, alors si je donne un régime, c'est le régime Dr Leclerc, j'en ai marre de lui, donc on va peut-être pas le suivre tout le temps. Donc voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de se faire confiance, de peut-être retester certains aliments quand on va mieux, bien sûr. Mais il est vrai qu'au départ, si on a vraiment une crise, des symptômes très importants au niveau de l'intestin irritable, bon, il est recommandé de faire attention au niveau alimentaire, mais c'est vraiment au cas par cas, puisque souvent, moi je vois des patients qui ont déjà fait beaucoup de régimes. En rajouter un de plus, c'est pas toujours la solution. Donc on donne des idées simples en fait, des idées de bon sens en fait, hein, notamment régime méditerranéen, c'est vraiment celui-ci que j'encourage. Et après on observe. Et il faut du temps. Et c'est ça que je leur dis aussi, c'est qu'il faut du temps en fait. Oui, c'est ça. Lorsque vous commencez à traiter le microbiote, par exemple, on sait, aujourd'hui, on sait quand même que le microbiote, ça peut prendre du temps avant de se rééquilibrer. Est-ce que vous voyez, j'imagine que vous voyez assez rapidement certaines améliorations, mais comment est-ce que vous faites pour aider la personne à comprendre que il va falloir quand même continuer, il va falloir du temps pour que ça se rétablisse? Oui.
Et ben ça, je leur dis, la question que je pose aux patients, depuis combien de temps vous avez la syndrome de l'intestin irritable? Et lorsqu'ils me disent, ça fait des années, je leur dis, alors, je ne vais pas rentrer sur des années, mais je leur dis, il faut du temps, il faut des mois pour que le microbiote se remette progressivement. Et là aussi, je vais pas non plus promettre une résolution totale. C'est pas possible, c'est difficile. Donc, ça met du temps. Voilà, il faut toujours passer, ça met du temps, mais c'est réversible. Ce n'est pas une fatalité. Et l'important, c'est de reprendre confiance en soi. Également, c'est toujours très facile à dire, de travailler sur son mode de vie, sur son stress, sur sur ses habitudes, de faire un peu le point. Voilà, mais ça c'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Mais parce que donc il y a la possibilité d'aller mieux. Il y a la possibilité d'agir sur le syndrome de l'intestin irritable. Après, comme vous dites, on ne parle pas d'une solution miracle en 2 semaines et puis on arrête tout et tout va bien. Comme vous dites, c'est pas toujours tous les symptômes directement. Ça peut prendre du temps. Ça prend souvent du temps. Mais ce n'est pas une fatalité. Mais pourtant, je vois les statistiques disaient que je pense que 8 personnes sur 10 ne sont pas satisfaits. Donc 8 personnes sur 10 atteintes des syndromes de l'intestin irritable ne sont pas satisfaits de leur traitement en cours. Et donc, j'ai un peu envie de comprendre et aider les personnes à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un diagnostic clair sur l'intestin irritable. On a quelque chose de documenté à ce point-là au niveau de la médecine, mais pourtant on a 8 personnes sur 10 qui ne sont pas satisfaits de leur traitement, parce qu'on voit des traitements, comme vous disiez, on va traiter les symptômes, mais les personnes n'en sont pas satisfaits. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? En fait, c'est surtout une prise en charge qui est très symptomatique et qui est souvent morcelée. Donc en fait, on fait par petites touches. Chaque médecin va apporter un peu sa petite touche, et malheureusement, on n'a pas cette vision globale qui est importante. Et c'est pour ça que je dis aux patients, c'est pas juste l'intestin, c'est traiter. On parle du cerveau, traiter l'inflammation, traiter le foie, traiter en fait l'ensemble de l'organisme, le mode de vie également. Il faut tout traiter en même temps. Et si vous faites une approche morcelée, vous aurez une petite amélioration de certains symptômes, mais malheureusement pas d'amélioration notable, d'où les 8 patients sur 10 qui ne sont pas satisfaits, puisque souvent, c'est une prise en charge qui est vraiment très morcelée, en fait. Quels sont les grands... quelles sont les grandes recommandations aujourd'hui sur le syndrome de l'intestin irritable? Est-ce qu'elles sont suffisantes selon vous? Alors, aujourd'hui, donc, ce qui est recommandé au niveau alimentation, on va jusqu'au régime sans FODMAPs, en fait, sans éléments fermentescibles, donc qui permet d'éviter ces symptômes. On va être le traitement du stress, les psychothérapies. Donc voilà, c'est vraiment des recommandations connues. Qui marchent pour certains cas, mais dont il faut également tenir compte du terrain du patient, un terrain inflammatoire. Vous pensez bien que un patient qui a un intestin irritable et un autre patient qui a également une inflammation des articulations, on peut retrouver éléments inflammatoires à ce niveau-là. J'ai même des patientes qui ont notamment l'endométriose, qui est une inflammation en fait du tissu gynécologique. C'est ce que je leur dis. Eh bien, tout cela, il faut en tenir compte et il faut le prendre en charge également, puisque finalement, l'intestin irritable devient presque en lui-même un symptôme d'un terrain inflammatoire déséquilibré dont il faut tenir compte en fait. Oui, ça c'est assez intéressant ce que vous disiez par rapport à l'endométriose. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça symptômes ou maladies invisibles, un petit peu comme l'endométriose a été pendant longtemps, qui pourraient être liés à cet intestin irritable, ou qui peuvent aider les personnes à mieux s'orienter? Parce que je pense parfois qu'on a certains symptômes qui sont tellement éloignés de l'intestin, on ne pense pas forcément à prendre cette démarche. Exactement. Alors c'est vrai que c'est un peu le carrefour, l'intestin, un peu le carrefour des symptômes de l'ensemble de l'organisme. Je pense à la fibromyalgie, par exemple, des patients étiquetés fibromyalgiques. On ne sait pas trop pour quelles raisons ils le sont, mais souvent, pas à chaque fois non plus,
on retrouve eh bien des signes d'inflammation intestinale, notamment par exemple alternance diarrhée-constipation, colite, intolérance à certains aliments, sans être allergique obligatoirement. Donc, on peut retrouver aussi, par exemple, la fibromyalgie, dont je vous parlais de l'endométriose, des rhumatismes articulaires inflammatoires également, qui sont très souvent corrélés avec une inflammation intestinale. Et donc, même des patients qui ont ces problèmes d'inflammation, on peut s'intéresser à l'intestin, qui est vraiment pour moi le carrefour inflammatoire, on va dire. Et oui, donc du coup, est-ce que vous avez déjà vu dans votre pratique des personnes qui venaient justement plutôt pour des douleurs inflammatoires à distance, et puis vous réglez, vous travaillez sur le terrain intestinal, et derrière d'autres symptômes insoupçonnés vont mieux? Oui, tout à fait. Et ça, et les douleurs articulaires, c'est souvent un bon élément. La peau également, hein. Éruption cutanée, eczéma, psoriasis. Donc, tous ces éléments, c'est quoi? C'est de l'inflammation de la peau. Et très souvent, je leur pose des questions sur l'intestin et ils m'en parlent. Mais pour les patients, ça paraît tellement normal d'avoir mal au ventre, ça paraît tellement habituel d'avoir des diarrhées tous les jours, des selles molles, ça paraît tellement, voilà, tellement commun que ils n'en parlent même pas, puisqu'ils se disent, de toute façon, je suis né comme cela, je vis comme cela et je vais mourir avec tout cela. Donc, il y a vraiment cet esprit de fatalité qu'il faut réexpliquer, leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut améliorer les choses. On n'est pas non plus des magiciens, ça j'insiste bien, mais on peut améliorer un petit peu ces symptômes. Oui, c'est assez dingue que un geste du quotidien, comme aller à selle ou autre, qui est déréglé, devienne un sujet tabou. J'ai l'impression que c'est vraiment un sujet tabou aujourd'hui. Je pense que les initiatives qu'on a comme ce podcast ou autres peuvent aider des personnes à plus en parler. Est-ce que vous avez soit des conseils ou des exemples de personnes qui ont pu commencer à en parler, ou plutôt des pistes pour aider à en parler, que ce soit de la documentation, que ce soit qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui a peut-être besoin de commencer à en parler, parce que j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'isolement. On en parlait au début de cet isolement qui doit entretenir un petit peu les symptômes. Oui, comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'isolement? C'était peut-être ça ma question. Il est vrai qu'on en parle plus, hein, dans les médias, même dans les journaux grand public, on commence à en parler, hein. Moi, les patients qui viennent me consulter, par exemple, ils me disent, écoutez, je me suis intéressé à la médecine fonctionnelle parce qu'on en a parlé dans tel magazine, sur tel forum, tel blog, on m'en a parlé. Et puis, ils me disent après, je me suis reconnu. Alors ça, c'est important, cette reconnaissance dans les symptômes. Je pensais que c'était normal pour moi. Je pensais que je vivrais comme ça toute ma vie. Et en fait, non. Des expériences d'autres patients, hein, qui parlent un petit peu de leur expérience. Et c'est là où on a une reconnaissance. On se dit, on se sent moins seul. Et ils font des recherches. Et maintenant, on a accès recherche Google, et j'ai envie de dire maintenant par l'intelligence artificielle, hein, on peut l'interroger, et les patients, je pense, sont moins isolés par rapport, il y a 20 ans, par exemple. Ouais, c'est vrai. Et là, c'était un petit peu une question qui sortait de mon chemin de pensée. Pour revenir sur ces grands conseils, vous parliez notamment de ces régimes d'éviction qui faisaient partie des protocoles, qui allaient jusqu'à l'éviction le régime FODMAP. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce qu'est le régime FODMAP? Je pense que c'est quelque chose dont on a tous plus ou moins entendu parler. On ne sait jamais trop exactement ce que c'est et à quel point c'est utile et pour qui. Ouais. C'est un régime, en fait, d'éviction d'éléments fermentescibles principalement, qui permet donc d'éviter, en fait, le maximum d'inflammation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va éviter tout ce qui est gluten, éviter tout ce qui est lactose, éviter un petit peu tous ces produits, tous ces éléments qui vont créer une inflammation. C'est vraiment ça, la base.
Après, je pourrais pas vous citer tous les aliments, hein, c'est difficile, puis on peut les retrouver. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est on évite des aliments inflammatoires pour calmer l'intestin. En fait, c'est ça l'idée. Okay. Et c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup dans votre pratique? Alors, je l'utilise au tout début des consultations, j'en parle. Je vois un petit peu le patient, qu'est-ce qui est son expérience aussi, puisque très souvent, le régime sans FODMAPs a été proposé, notamment par les gastro-entérologues, ce qui est très bien. Hein. Et donc, moi, je l'adapte. Je fais façon de parler aux patients, je leur dis, j'en fais un FODMAPs un petit peu allégé, un petit peu adapté, mais surtout adapté aux patients, adapté à chacun. Je leur montre une liste d'aliments, je leur dis, voilà, privilégiez plutôt tels aliments et pas tel autre. Et puis, vous autorisez des écarts parce que il faut vivre aussi. Donc, ça qui est important, c'est que j'en reviens encore sur l'axe cerveau-intestin, j'en reviens sur le stress, hein, qui pour moi un peu le mal du siècle. Hein, de toute façon, c'est évident. Donc, c'est là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut à la fois conseiller, mais ne pas frustrer. Et ça, c'est pas évident. Oui, j'imagine que là, parce que vous parliez du manque d'écoute qui est dû souvent au manque de temps. Vous, comment est-ce que vous palliez au manque de temps? Parce qu'entre venir écouter la personne, ensuite lui expliquer l'axe intestin-cerveau, les mécanismes, parler des différentes options, et puis après arriver à guider sans frustrer, comme vous dites, comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça dans une consultation? Ça prend du temps, oui. Et souvent, c'est ce que je leur dis, souvent une consultation n'est pas, on peut pas tout faire en une consultation. Donc moi, je travaille beaucoup personnellement avec des questionnaires, notamment que je propose aux patients pour affiner les choses, puisqu'on peut pas tout voir en une consultation. Et surtout, c'est dans l'écoute du patient, je pose toujours cette question aux patients: quelles sont vos attentes par rapport à moi? En fait, c'est ça. Je me livre un peu aux patients, je leur dis: écoutez, je suis devant vous, que souhaitez-vous? Quelle est votre priorité? Voilà. Et c'est là où je vais travailler, donc sur cette priorité, pour après, en fonction de cette priorisation des symptômes, leur expliquer déjà comment ça va se passer, leur expliquer un petit peu les mécanismes physiologiques et le faire par étapes. Ouais, on ne peut pas tout faire en une fois. Pourquoi également? Parce qu'il faut laisser votre fonctionnement, votre métabolisme faire son travail, et ça ne se fait pas en une semaine. C'est ce que je leur dis aussi. Donc c'est des rendez-vous qui se reprennent 3 mois après, souvent 3 à 6 mois après, ça dépend un petit peu de chacun. Parce qu'il faut laisser le temps à l'organisme de comprendre ce qui se passe, le temps à l'organisme de se réparer, en fait. Et quelles sont généralement ces attentes? Est-ce que ça va souvent dans la même direction? Est-ce que c'est très varié? Qu'est-ce que vous observez? Alors, les attentes, très intéressant. Moi, je leur dis, c'est aller même, donc, déjà améliorer les symptômes, ne plus avoir mal, ne plus avoir de problème de transit, mais au-delà de ça, pouvoir revivre, c'est-à-dire revivre, je veux ressortir sans me poser beaucoup de questions sur ce que je vais manger, où je vais pouvoir repérer les toilettes, anticiper, pouvoir, voilà, ne plus être dans l'anticipation. C'est même des patients qui vont dire: mais sauvez-moi. C'est fort, hein, de dire ça en consultation, mais c'est vraiment de retrouver une qualité de vie, en fait, plus que des symptômes. Bien sûr, améliorer les symptômes, mais la demande, c'est de retrouver une qualité de vie. Et justement, comment est-ce qu'on sort de cette peur des symptômes dont vous parlez? Parce que j'imagine qu'il y a une chose, c'est les symptômes qui s'améliorent, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment s'améliorer quand on a toujours peur des symptômes, quand on les anticipe tellement? Comment est-ce qu'on sort de cette anticipation? C'est par étapes, et ça, c'est ce que me disent les patients, c'est qu'au début, s'il y a une amélioration des symptômes, les patients vont retrouver une confiance en soi qui est important. Et si ça se passe, tout ce qui se passe, c'est ce que je leur montre, hein, tout ce qui se passe ici a des répercussions sur l'intestin. Et donc, vous commencez d'un cercle vicieux à arriver vers plutôt un cercle vertueux, mais qui prend du temps. Ça prend des semaines, voire des mois, mais c'est par étapes. Et chaque
étape de passer et j'ai envie de vous dire est une étape de gagner. Mmh. Quelles sont de mes dernières questions, je pense un petit peu. Donc on a parlé de l'isolement que ça pouvait créer, de cette errance médicale, ensuite arriver vers quelqu'un qui vous écoute, de pouvoir affiner un petit peu en fonction de la biologie, d'améliorer ses symptômes, de se libérer un petit peu de la peur de ces symptômes. Et quels sont un petit peu les indicateurs qui vous montrent qu'on va dans une bonne direction? Est-ce qu'ils sont biologiques? Est-ce qu'ils sont symptomatiques? Est-ce que c'est un peu un mix de tout ça? Je vais te dire un mixte des deux. On est en médecine fonctionnelle nutritionnelle, donc le symptôme est le plus important. Comment vous sentez-vous, monsieur, madame? L'amélioration des symptômes. Maintenant, l'amélioration des paramètres biologiques. Il y a des paramètres biologiques pour évaluer notamment un peu l'inflammation intestinale. Alors, ils sont un peu indirects, mais ça permet de montrer de manière concrète par des chiffres aussi. C'est important aussi pour les patients de voir des chiffres, hein, parce que le fait d'améliorer les choses, il y a ce que l'on ressent et il y a objectivement des chiffres qui montrent que, voilà, je leur dis, bah, écoutez, vous avez tel paramètre qui s'est amélioré, vous allez mieux d'un point de vue symptomatique, donc je pense que l'on va dans le bon sens. Et c'est vraiment cette complémentarité entre le symptôme et la biologie qui nous fait avancer. Mmh. Oui, je pense que, en effet, comme vous dites, le fait de le voir noir sur blanc, je crois que ça peut déjà aider à soulager. Je pense à toutes ces personnes qui viennent d'un parcours peut-être plus classique, on leur a dit c'est dans votre tête, ou on ne les croit pas trop sur leurs symptômes. Et ici, parce qu'en effet, comme vous dites, au niveau organique, il n'y a pas de maladie, donc on ne voit rien dans les bilans hors médecine fonctionnelle, tout va bien. J'imagine que chez vous, après là, vous pouvez leur montrer un petit peu certaines choses qui sont déréglées. J'imagine que là, déjà, il doit y avoir un soulagement avant n'importe quel soulagement au niveau symptomatique. J'imagine que ça doit déjà soulager. Oui, et c'est une reprise de confiance également, et c'est apporter aussi une preuve que ce n'est pas dans la tête également. C'est-à-dire qu'on a quand même des paramètres, alors c'est pas un chiffre qui va tout déterminer, mais ça permet justement de redonner confiance aux patients et de leur dire, voilà, monsieur, madame, ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas une fatalité, il y a une amélioration. Vous le voyez de vous, de vos symptômes, de votre mode de vie, que ça va mieux. Ça peut rassurer, ça rassure. Donc, il y a vraiment, finalement, je vais dire, les symptômes, la biologie, le ressenti, donc moins de stress. Et donc, tout cela va dans une coordination plutôt dans le bon sens. Oui, mais d'un autre côté, c'est marrant parce que c'est un peu le sens inverse d'une maladie où le fait de le voir noir sur blanc ne rassure pas, ne donne pas confiance, mais après c'est vraiment le marqueur biologique qu'on doit voir s'améliorer, alors qu'ici c'est plutôt le marqueur biologique qui donne confiance, quelque chose sur lequel on peut travailler. Et puis ce qui est super important, c'est que la personne se sente mieux, c'est que le symptôme disparaisse plutôt que, bon, j'imagine le marqueur biologique aussi, mais c'est moins la clé de lecture principale, même si ça l'est au début, mais ça l'est moins à la fin. Tout à fait. Les marqueurs biologiques sont intéressants justement pour apporter une réponse à un symptôme, au ressenti du patient. Et ça permet de leur dire que, bah voilà, monsieur, madame, c'était pas dans votre tête. Voilà, ça permet de donner un argument supplémentaire. Ce n'est pas obligatoire, hein, tous ces bilans, mais ça peut rassurer aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment du cas par cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque syndrome de l'intestin irritable est différent entre chaque patient, puisque le ressenti sera différent, l'histoire de vie sera différente, les symptômes seront différents. Donc, tout cela, eh bien, on le prend en charge, notamment en médecine fonctionnelle, en fait. Oui, ce qui peut aussi expliquer que c'est compliqué d'avoir des recommandations générales pour le syndrome de l'intestin irritable lorsque chaque cas est différent. Tout à fait. Il y a une base qui est commune, mais après, il faut adapter en fonction de chaque patient. Et merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je crois que c'est très important. Merci. Parce qu'on a déjà fait un épisode ou deux sur le syndrome de l'intestin irritable où on est vraiment rentré dans les
les mécanismes biologiques au niveau du cortisol et du stress, ou au niveau du microbiote, les différents types de microbiote. Donc on a fait ces épisodes, mais ici je trouvais très intéressant, et c'est une idée qui venait de vous, donc je vous remercie pour ça, de vraiment aider à mettre de la légitimité, vraiment ce besoin de communication pour que les personnes se comprennent d'abord, et ils comprennent avec quoi ils font face, et que c'est normal d'être dans cette errance. Enfin, ça ne devrait pas être normal, mais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais que ça n'est pas forcément une fatalité. Donc voilà, je vous remercie déjà pour tout ça. J'espère que ça aidera beaucoup les personnes qui nous écoutent. Avant qu'on termine l'entretien, est-ce que vous avez, quelles seraient les 2-3 premières étapes réalistes un petit peu pour une personne qui nous écoute et qui se dit mais en fait c'est moi, mais je sais pas trop quoi faire. Quel serait le mot de la fin que vous lui diriez? Le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas, ce n'est pas dans votre tête. Surtout, vous n'êtes pas fou. On va pas aller, on va pas aller jusque là. Mais certains patients me l'ont dit. On leur a pris pour des fous, et que il n'y a pas de fatalité. Renseignez-vous, renseignez-vous un petit peu sur les symptômes. Renseignez-vous de manière générale, que ce soit dans l'idéal, tout ce qui est le plus scientifique possible, mais interrogez-vous, discutez-en autour de vous également, et puis écoutez, après, voyez un petit peu ce qui peut être proposé. On peut avancer, on va pas non plus promettre l'impossible. Moi, je ne suis pas là pour promettre des miracles, mais voilà, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Il y a la science évolue, les publications évoluent énormément, notamment sur le microbiote, sur l'axe cerveau-intestin. On en découvre tous les jours. Il y a des protocoles, des idées de recherche. Je pense, attention à ce que je dis, à la transplantation fécale qui est étudiée également. Donc il y a beaucoup de choses d'étudier. Ce n'est pas encore totalement validé, totalement établi, mais voilà, on est quand même dans une démarche de recherche qui va dans le bon sens, et qui s'étoffe de jour en jour. Oui, tout à fait. Je pense que l'avancée scientifique et les découvertes scientifiques vont tellement vite. On regarde cette courbe du nombre de publications sur le microbiote de 2015 à 2025, avec un pic en 2020. C'est vraiment c'est exponentiel, et je pense que il faut le temps que tout ça sorte des laboratoires, arrive dans les pratiques cliniques, et fasse leur chemin jusqu'aux personnes qui en ont besoin. Docteur Leclerc, merci beaucoup. Nicolas, merci beaucoup. Merci de votre invitation. C'était un plaisir. Et voilà, j'espère pouvoir avoir apporté un peu ma pierre à l'édifice, on va dire. J'espère aussi. Je pense que ce sera le cas. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager cet épisode avec justement une personne qui pourrait bénéficier de son contenu, à vous abonner aussi à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à nous rendre plus visibles, et à communiquer mieux auprès des personnes qui en ont besoin. Et je vous dis à la prochaine. Merci à vous.